Du coup, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Henri, que vous voyez à l'écran. Je vais me présenter rapidement et je vais laisser Henri se présenter ensuite. Donc pour ma part, moi c'est Vincent. Je suis un des directeurs associés de Lemon Interactive et j'accompagne notamment Henri aussi sur la partie expérience utilisateur au sein de l'agence. Henri, je t'en prie. Merci Vincent. Donc moi c'est Henri, je suis le lead UX de l'agence Lemon Interactive et donc je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur le sujet de l'UX Research. Comme le veut la coutume, j'ai envie de dire, on va commencer rapidement par un qui est Lemon. On existe depuis 2009. On a été créé par Raphaël Robil. On fait du conseil digital et du développement web. On est 20 collaborateurs aujourd'hui. On est basé à Villeneuve-d'Ascq avec également un bureau dans la région parisienne. Et on est également organisme de formation. C'est-à-dire qu'on peut, sur vos droits à la formation, vous faire profiter de l'ensemble de nos expertises pour faire monter en compétences. On a du coup 4 expertises fortes. La deuxième que vous voyez, design d'expérience, c'est celle qui nous anime aujourd'hui. C'est tout ce qui tourne autour de l'UX, donc que ce soit la recherche utilisateur, la modélisation graphique, jusqu'au test utilisateur, enfin, toutes les phases qui peuvent tourner autour de l'expérience utilisateur. Et ensuite, on a 3 autres expertises. La première qui est l'accompagnement stratégique, où là, on va aider nos clients à soit se lancer dans le digital, soit à se recentrer dans le digital, ou à reconnecter un petit peu aussi la stratégie digitale à la stratégie plutôt globale de l'entreprise, puisque forcément, historiquement, encore dans beaucoup d'entreprises, la stratégie globale de l'entreprise est plus ancienne que la stratégie digitale, et c'est par moment nécessaire de venir reconnecter tout ça. On a ensuite une BU de développement technique, développement web. On réalise des sites vitrines et des sites e-commerce. Également quelques petits outils métiers si besoin. Et on a ensuite une type web marketing, où là, on accompagne les clients sur la visibilité en ligne, référencement naturel, référencement payant, marketplace, tout ce qui peut aider le business de nos clients à être plus visible et à mieux transformer. On a une promesse chez nous, c'est de vous permettre d'avoir une performance digitale qui soit durable. Alors, durable, ça veut dire plein de choses. Ça veut surtout dire déjà qui dure dans le temps. C'est la définition même de durable. Que ce soit dans la relation qu'on a avec nos clients, ça c'est très important. On veut vraiment une relation forte et être vu plutôt comme des partenaires que comme une relation client-fournisseur. Mais aussi, on essaie de faire attention dans nos choix à l'impact qu'on peut avoir aussi sur notre environnement, sur notre écosystème, puisqu'on est dans un domaine qui pollue et du coup on essaie de faire attention aussi à cet impact-là. On travaille avec des clients divers et variés. On est plutôt sur des clients PME, TI et grands comptes. Si j'en prends deux, si je prends Scooteo.com par exemple, c'est un pure player qui fait du casque et de l'accessoire pour les motards et les scooteristes. Donc là, on accompagne plutôt cette PME-là dans l'ensemble des expertises de Lemon, que ce soit la strat, l'UX, le développement et le web marketing. Et à l'inverse, on peut accompagner des comptes comme Electrodépôt ou Francecar sur une expertise spécifique de Lemon Interactive, l'UX pour Electrodépôt et Francecar, une dominante web marketing, même si on a également un petit peu d'UX. Mais en tout cas, on est multi-secteur d'activité et sur des tailles de comptes plus ou moins différentes. Je vais arriver dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Avant de redonner la parole à Henri, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est la démarche UX chez Lemon. L'UX, c'est une expertise large, mais nous, on a une démarche qui nous tient à cœur, qui est en 4 étapes. On va d'abord comprendre les besoins, et c'est d'ailleurs cette étape-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Ensuite, on va essayer d'inventer, trouver des solutions, trouver des façons de faire différentes avec nos clients. On va ensuite, bien sûr, concevoir. Donc, on a réfléchi, on a imaginé, on a brainstormé. Là, après, on va imaginer ensemble, on va être dans ce qu'on appelle plutôt de la co-conception. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de mesurer. Parce qu'on peut imaginer plein de choses, on peut mettre en place plein de choses, mais il faut mesurer, il faut voir si ce qu'on a fait a de l'impact, il faut voir si ça améliore l'existant, il faut voir si les personnes sont plus confort avec l'outil qu'ils utilisent.
Et c'est toute une partie qui est peut-être un peu méconnue aussi de l'UX, le côté mesure, mais elle est tout aussi importante. Et aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, on est sur la partie comprendre. Et on va vous expliquer avec Henri 4 méthodes qui peuvent rentrer dans cette phase de compréhension des utilisateurs pour vraiment répondre le mieux possible à leurs attentes. Et la première étape, on en a 4, je vous l'ai dit. La première étape, ça va être tout ce qui touche à l'immersion, où on peut appeler ça également de l'observation. Et du coup, Henri, je te redonne la main pour expliquer cette première méthode. Ouais, alors la première qu'on a choisie, hein, il y a plein d'autres méthodes aussi possibles, mais là on en a sélectionné 4. Donc la première, l'immersion, l'observation. C'est le fait d'aller recueillir des informations vraiment sur les habitudes des utilisateurs, leurs pratiques au quotidien, le tout en les observant dans leur environnement naturel, en fait, dans la réalité des faits. C'est très important là-dessus parce que on va pouvoir observer les utilisateurs sans trop d'interférences face à eux. On va pouvoir récupérer des données qui sont très proches de la réalité. On ne va pas être là à poser des questions ou faire des choses. On va être vraiment, OK, on va observer ce qu'ils font, comment ils agissent au quotidien dans leur environnement naturel, que ce soit devant leur ordinateur ou dans des magasins ou devant des postes de travail. Voilà, il y a plusieurs formes. Et donc, comment on réalise ces observations? On a plusieurs techniques possibles. On a l'observation de loin. C'est je me mets dans un coin, j'observe, je fais aucune interaction avec l'utilisateur et je ne viens pas interférer. Donc ça, c'est très pratique, par exemple dans des magasins. Hein, on peut aller se mettre dans un coin du magasin, observer, prendre des notes, comment utilisent les utilisateurs les éléments. Après, on a la partie, on peut dire, shadowing. Donc là, c'est plutôt être comme son ombre, hein, finalement. On est à côté de la personne et on regarde tout ce qu'elle fait. On peut interagir un petit peu avec elle aussi. On peut lui poser quelques questions pour être sûr de clarifier bien ce qu'on a vu, par exemple. Et on a une troisième forme possible, hein, alors il y en a d'autres, hein, mais que j'ai retenu, c'est l'agent sous couverture. Donc là, c'est vraiment un cas où en fait finalement on devient acteur de la situation et de l'observation. On se met dans la peau de quelqu'un pour interagir avec l'utilisateur qu'on veut observer. Et en fait, en étant acteur de la situation, en fait, la personne ne se rend pas compte qu'elle est observée et qu'elle est analysée. Et donc, on peut faire aussi cette forme-là. Voilà, c'est trois exemples de formes possibles. Et donc pour montrer un peu une mise en pratique finalement, un cas concret que j'ai pu faire, on était là dans une société chez un industriel hein, pour une enseigne de bricolage. Le but c'était de faire une immersion plutôt en mode shadowing là-dessus. Donc là j'ai suivi à la trace en étant avec des personnes dans l'usine pour comprendre comment elles utilisaient les outils informatiques qui étaient proposés par l'enseigne de bricolage dans tout ce qui est production, gestion des stocks et comment gérer les stocks vers les différents magasins de l'enseigne. Donc cet industriel, ce qu'on a pu voir derrière, c'est que l'outil qui était proposé par l'enseigne ne collait pas correctement avec le système informatique de l'industriel. Il y avait une double saisie dans les outils à la fois de l'industriel et les outils de l'enseigne. Ça, typiquement, ce genre d'information, on aurait été incapable de le voir si on n'avait pas fait d'observation sur le terrain. On ne pouvait absolument pas savoir que l'employé, elle faisait une double saisie à la fois dans son outil et dans l'outil du commerçant. Donc vraiment, ça a été globalement, l'outil était apprécié des utilisateurs, mais après, ils nous ont aussi remonté que l'interface était aussi difficile à utiliser. Donc voilà, donc à la fois il y avait ce double saisie plus une interface difficile à utiliser. Conséquence, derrière, on a continué notre démarche UX et on a fait une réflexion à la fois sur l'ergonomie de l'interface et on a fait aussi une étude pour une meilleure synchronisation avec les SI de l'industriel. Voilà, pour essayer d'optimiser la charge. Donc ça, c'est un exemple concret d'immersion, d'observation terrain.
Merci. Et ce qui est important, hein, vous l'avez vu là aussi avec l'exemple d'Henri, c'est qu'en fait, l'UX sort du digital. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un besoin qui est à un moment donné digital avec un outil à améliorer, mais il est avant tout effectivement très important, comme l'a dit Henri, d'aller comprendre ce qui se passe. Et c'est un des avantages majeurs de l'UX, c'est de pouvoir passer un peu de temps avec les utilisateurs et essayer de se mettre à leur place. On va passer à une deuxième méthode, deuxième technique finalement pour comprendre l'utilisateur qui est l'interview ou l'entretien. Et du coup, Henri, je vais à nouveau te laisser la parole pour nous expliquer tout ça. Ouais, alors finalement, ça c'est presque le classique de l'UX Research, c'est aller questionner, interviewer, faire des entretiens avec les utilisateurs. Voilà, c'est dialoguer avec eux, essayer d'exploiter au maximum le potentiel qu'on a en one-to-one, donc en face à face avec la personne, essayer de comprendre ses besoins, comprendre son contexte d'utilisation. Voilà, c'est tout un échange personnel avec un utilisateur. L'objectif vraiment, c'est voilà, de comprendre. On peut aussi profiter de ces échanges pour explorer une problématique, par exemple. Euh, Souvent dans les projets, on a déjà une première idée ou peut-être des fois on se dit j'ai fait j'ai fait un cahier des charges, mais j'ai des doutes encore. La phase d'interview, d'entretien peut permettre de déjà poser quelques questions aussi sur certaines idées, voir si les gens accrochent ou pas trop. Voilà, c'est pas ça peut être utilisé pas que pour faire de l'exploration, ça peut être déjà utilisé aussi pour déjà avoir quelques ressentis, avoir des avis et recueillir des informations sur des idées qui avaient déjà été imaginées. Alors, on a plusieurs formes d'interview finalement et d'entretien. Souvent, c'est en one-to-one. Et après, on a surtout plusieurs structures. On a les entretiens libres avec des questions relativement ouvertes. Voilà, c'est un échange très, très large. Après, on a avec des entretiens un peu plus semi-directifs où on aborde des points plus précis, mais en gardant quand même une certaine flexibilité dans l'échange. Et après, on a l'entretien plutôt très directif, voilà, très structuré. On veut des réponses très précises. Les questions vont être un peu plus fermées aussi. Voilà, on a un but, on veut avoir une information précise et on va la demander dans cet entretien. Voilà, globalement. Donc, dans les cas de mise en pratique, là, on est sur le cas d'une mutuelle et une prévoyance qui voulait refaire son site internet qui propose des bilans de prévention pour les personnes proches de la retraite à peu près. L'idée, c'était de réaliser des entretiens avec à la fois les responsables du centre qui vont réaliser les bilans, mais aussi avec des utilisateurs cibles. Parce que la pensée de la personne qui est en centre n'est pense avoir des idées, on va faire ci, on va faire ça, sauf qu'en fait, c'est pas ce que attendent les utilisateurs à la fin. Donc, on a interviewé les deux types de populations. Euh, on est sur une population ici qui est pas toujours à l'aise avec l'outil informatique, des personnes qui sont des fois proches de la retraite, qui ont des fois Internet, qui ont souvent Internet, mais qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Donc, il y avait ce qu'on a vu là en interview, c'est qu'il y avait un vrai travail de réassurance à prévoir. Euh, les, euh, les personnes voulaient, par exemple, avoir un contact avec leur médecin traitant, ou que ce soit rattaché pour pas devoir tout réexpliquer dans leur bilan de santé. Donc ça, le côté rassurance et réassurant du médecin traitant, voilà, quelqu'un de confiance. Et après, il y avait toute cette partie bilan qui nécessite d'avoir un questionnaire. Et là, dans ses premières interviews, il voulait des questionnaires plutôt simples. Voilà, des questions précises. Faut pas faire une grande complexité dans les questions parce que sinon ils savent pas répondre. Donc il y avait un vrai travail après à l'avenir de construire une interface relativement facile à utiliser pour les personnes qui n'ont pas toujours l'habitude des sites web et aussi faire un questionnaire simple. Donc derrière, on s'est dit, on va concevoir ça, mais il va falloir tester. Donc c'était hyper important dans la suite de pouvoir ensuite faire des tests utilisateurs sur le prototype, faire des tests utilisateurs du questionnaire
Voilà, donc ça a été les étapes qui ont suivi après cette phase de recherche utilisateur pour ce client. Super, merci Henri pour la deuxième. Ce qui est intéressant là, dans ce que dit Henri, c'est de confronter un peu les idées. D'ailleurs, vous verrez dans la prochaine méthode, là, juste après, qu'elle permet aussi de confronter les idées, mais le fait d'avoir voilà, d'interviewer, que ce soit des décideurs du projet, des utilisateurs finaux, des administrateurs au quotidien, bah, ça permet d'avoir une manne d'informations hyper riche et du coup de proposer un projet qui va performer pour tout le monde et qui va être aussi où les gens vont être sponsors du projet puisque vous les avez intégrés dès le début et du coup les gens sont sponsors du projet et il est plus facilement accepté également ensuite. On passe à la troisième méthode qui est le focus group. Et Henri, je te repasse la parole. Merci. Alors, le focus group, finalement, c'est un peu comme les entretiens, les interviews, mais à plusieurs, en groupe, tous ensemble. Le but de collecter, échanger sur des idées, des expériences de chacun aussi, donner des avis, des opinions, voilà, sur des sujets précis ou des thématiques. Et alors, la grosse différence, c'est que on est en groupe. Et donc, le fait d'être en groupe, ça donne la possibilité de recueillir déjà des données plus rapidement parce que voilà, il y a plusieurs personnes ensemble et donc ça peut générer beaucoup d'idées ensemble par rapport aux entretiens individuels qui peuvent prendre finalement plus de temps parce qu'on fait du cas par cas et du one-to-one. Et ça peut aussi générer des échanges. Euh, chacun va exprimer son expérience, par exemple, dans un focus group, et ça peut aider les gens à comprendre ce qui est pertinent dans leur expérience ou pas. Il y a aussi cet effet de dynamique de groupe aussi. Donc c'est là où il y a un vrai travail de gestion aussi du groupe. Euh, mais l'aspect dynamique de groupe fait que bah, certains savent plus s'ouvrir que d'autres. On arrive à récolter plus d'informations là-dessus. Après, les techniques, c'est ça. C'est surtout l'animation du focus group qui est important. Il faut savoir réunir plusieurs personnes dans une salle, avoir un animateur un peu modérateur, parce qu'il faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas des personnes dans le groupe qui, qui une sorte de dominante par rapport à d'autres personnes du groupe. Mais ça permet de générer des idées et du dialogue entre les participants. Donc ça confronte les idées, alors que quand on est en entretien, on était plutôt chacun avait son idée, on ne venait pas les confronter. Donc c'est ça le petit plus. Mise en pratique qu'on a fait sur un industriel, cette fois-ci de l'agroalimentaire, qui avait besoin de faire une refonte de son outil métier. Donc vraiment un outil interne. Et donc on a réalisé un focus group avec plusieurs équipes au sein de sa société. Voilà, des acheteurs, des chefs, des équipes métiers. Voilà, chacun était libre de s'exprimer sur ses habitudes d'utilisation de l'outil, parce que l'un n'utilisait pas l'outil de la même manière que l'autre. Ça a permis quand même de mettre en commun des points de friction. Donc là, on a pu tout de suite identifier ce qui n'allait pas. Et ensuite, on a profité de ce focus group pour déjà faire finalement la phase suivante et balayer et trouver des idées, trouver des premières idées d'amélioration qui convenaient un peu à tous. On a profité que tout le monde était réuni pour faire ce travail-là. Derrière, ça a redonné lieu à des nouveaux wireframes pour modéliser les premières idées de refonte qu'on avait en tête. Super, merci Henri. Et pour compléter ce qu'a dit Henri, hein, c'est vrai que dans les focus group, l'animateur a un rôle effectivement essentiel puisque ce qui peut faire peur quand on est en groupe, c'est effectivement ce côté moi je ne vais pas oser parler. Voilà, et c'est aussi la force de l'UX, c'est quand on arrive en focus group, on a souvent un ou deux petits exercices pour briser un peu la glace, pour faire s'exprimer de façon différente. Et du coup, de permettre aux personnes de dire des choses qu'elles n'auraient peut-être pas osé dire dans une réunion plus classique de brief où on est tous autour de la table et c'est une personne qui parle et les autres qui écoutent. On arrive à la quatrième méthode, qui est la partie questionnaire. Et je te redonne la main. Ouais, alors le questionnaire, finalement, c'est le truc le plus, un peu, on va dire, pas facile, mais le plus courant quand on pense à faire de la recherche.
on se dit, je vais faire un questionnaire, je vais envoyer ça à tout le monde, je vais avoir des avis. Alors, le questionnaire, il est bien pour recueillir des données, on va dire, plutôt en masse. Des données quantitatives et non qualitatives. Vraiment, ça, c'est le questionnaire. Il est très pratique pour ça, que lorsqu'on a une série de questions qu'on veut poser et qu'on veut diffuser à beaucoup de monde. Ça va nous permettre derrière de récupérer et de faire des données un peu statistiques sur une large population d'utilisateurs. Ça peut, dans certains cas, permettre aussi de valider certaines hypothèses très rapidement si les statistiques sont relativement tranchées, les retours des utilisateurs. Mais ça peut aussi révéler des problématiques ou des nouveaux besoins parce qu'on a des avis plutôt partagés. Donc là, pareil, les questionnaires, on a plusieurs types de questions possibles, un peu dans le même esprit qu'on avait avec l'entretien. On a les questions très ouvertes où on laisse les gens exprimer un avis et leur ressenti, ou des questions très fermées. On a aussi des questions un peu ce qu'on appelle en éventail, avec plusieurs choix possibles ou avec des jauges possibles, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, oui, non, vrai, faux, une fois, deux fois, trois fois de temps en temps. Voilà, ça, c'est ce genre de questions. Et ensuite, il y a la méthode de diffusion du questionnaire. Alors, on a l'habitude de faire des questionnaires, on va dire, en ligne, donc une manière plutôt digitale. On envoie, on essaye de faire partager. On peut aussi faire des questionnaires papier, et donc finalement, c'est côté un peu physique, si on veut un questionnaire de satisfaction qu'on donne en sortie de magasin, par exemple, des choses comme ça, avec une urne. Voilà, il y a plusieurs méthodes possibles pour faire du questionnaire. Tu peux passer à l'exemple. Voilà. Et donc là, on vous a montré une étude de cas d'un questionnaire en ligne qu'on avait utilisé avec une société partenaire qui s'occupait de recruter aussi un panel, parce que c'est aussi un des éléments importants du questionnaire, c'est que quand on fait un questionnaire en ligne, on peut le balancer, on va dire, sur les réseaux sociaux, après, on peut utiliser les réseaux pour le partager, mais des fois, on a besoin d'avoir une garantie de X personnes utilisateurs. Donc, on peut passer via des sociétés un peu de panélistes qui ont toute une série d'utilisateurs on peut déjà filtrer avec un ciblage, si on veut, plutôt qu'avoir tout public. Donc voilà. Donc là, c'était un cas avec un panéliste où on avait déjà une cible de personnes. Donc c'est pour un site e-commerce décoration. On devait faire une étude sur toute la France pour comprendre comment était utilisé le site e-commerce, voilà, dans le but de préparer une refonte. Donc c'était vraiment une phase en amont du projet. Ils voulaient identifier tout ce qui n'allait pas sur leur site. Donc on a fait un grand questionnaire qu'on a mis en ligne et qu'on a fait avec un recrutement. Donc on avait des questions à la fois ouvertes, pas beaucoup. On avait surtout des questions fermées et des choix multiples. Et donc derrière, ça a permis de se focaliser ensuite sur les points de friction, trouver des solutions. Et donc derrière, on est reparti sur un processus plutôt classique on imagine ensuite une nouvelle interface. On avait fait des tests utilisateurs derrière et on corrige les principaux problèmes d'utilisabilité du site Internet. Voilà pour ce cas précis. Super, merci, merci Henri. Et comme vous l'avez vu aussi dans les quatre méthodes qu'on a présentées, ça donne lieu souvent à des étapes. Ensuite, c'est une partie de la méthode UX, on n'a pas que cette partie-là. Et en fait, on va vous a mis un petit bonus, le fameux bonus Lemon Interactive. Souvent, en fait, quand on fait une phase de recherche, on fait une phase de recherche parce qu'on a des doutes, mais on a aussi des fois certaines convictions. Et du coup, on peut avoir en tête ce qu'on appelle ce qu'on appelle en UX un persona. Un persona, c'est un peu une fiche d'identité qui va représenter une cohorte d'utilisateurs, un groupement d'utilisateurs qui ont les mêmes attentes, les mêmes habitudes, les mêmes besoins. Et souvent, en fait, quand on va voir des clients, quand on va faire un projet, les gens, ils pensent avoir une connaissance très fine de leur public et ils nous disent, bah oui, lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, ce qu'on appelle en UX, ça, c'est plutôt un proto-persona, c'est-à-dire qu'on crée une fiche d'identité type sur la base de nos convictions. Et en fait, la phase du UX Research va permettre soit de confirmer ces convictions et de transformer du coup ce proto-persona en persona.
puisqu'on sera en capacité d'avoir des informations qui viennent des utilisateurs directement, ou alors à l'inverse, elles vont venir un peu infirmer ce qu'on pensait comme étant une vérité. Et du coup, on pourra modifier suite à la phase de recherche et créer des personas. Souvent, quand on fait une phase de recherche comme ça, la restitution de ces recherches, il y a forcément les retours des questionnaires et des interviews ou du shadowing, mais il y a aussi souvent un ou deux ou trois ou quatre personas qui sont modélisés pour permettre d'avoir toujours ça en tête. Et quand on est en phase projet, après, de toujours se poser la question de tiens, l'idée que je suis en train de mettre en place, la fonctionnalité qu'on est en train de développer ou le parcours qu'on est en train d'imaginer, est-ce qu'il répond bien à mon persona 1, à mon persona 2, à mon persona 3? Et est-ce que je ne me suis pas oublié à un moment donné dans le chemin que j'ai pris? Et on vous a mis un exemple. Là, c'est quelque chose qu'on a réalisé en atelier. D'ailleurs, je pense que Léa est là aujourd'hui, donc bonjour à elle. Mais qu'on a réalisé dans un secteur du multimédia et de l'électroménager. Voilà, l'idée, c'était, on va dire que là, on est plutôt dans le cadre peut-être d'un proto-persona quand même, puisqu'on a plutôt fait ça sur nos convictions. Alors, ils ont une très forte connaissance de leurs clients. Et voilà, l'idée, c'était déjà d'avoir en tête un peu les attentes de différents clients pour après, quand on était dans la phase de création des interfaces et du parcours, de toujours se dire, attention, est-ce que là, Jasmine, pour l'exemple, est-ce qu'elle va s'y retrouver? Est-ce qu'on lui parle suffisamment bien? Est-ce que le parcours est suffisamment clair pour elle? C'est vraiment un élément important d'une méthode UX. Le persona, c'est souvent quelque chose qui est… Si on fait de l'UX et qu'on ne fait pas de persona, c'est assez rare quand même. Donc voilà. On arrive au bout de la présentation. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions qui commençaient à être posées. Du coup, n'hésitez pas à en poser d'autres. Du coup, la question à laquelle je vais répondre moi, est-ce que vous allez partager la présentation? Alors oui, elle sera partagée sur la chaîne YouTube de l'agence dans les prochains jours. En fait, vous retrouvez sur la chaîne YouTube nos différents webinaires et du coup, celui-là sera aussi disponible pour que vous puissiez le réécouter, revoir les slides si nécessaire. Ensuite, on a une première question qui est d'Olivier, comment on peut recruter les participants à un focus group ou à des interviews? Alors, je vais répondre à cette question. Il y a plusieurs techniques. Soit on a envie, soit on connaît déjà finalement la cible un peu qu'on cherche à avoir comme utilisateur. Et donc, je prends l'exemple une enseigne de magasin, par exemple, qui pourrait aller très bien chercher des utilisateurs dans sa base de données clients. Elle peut envoyer un mailing en disant voilà, on a besoin de vous. Est-ce que vous voulez participer à l'évolution de notre marque? On cherche des avis. Et donc, ça peut lancer un questionnaire qui propose d'être bêta-testeur. Et donc, comme ça, on peut recruter certains utilisateurs de cette manière-là. Après, il y a finalement le réseau. On partage sur nos réseaux, on essaye d'avoir un fichier, on regroupe tous les gens qui sont prêts à participer, des connaissances aussi perso qui peut aider. Et après, on a la dernière solution qui est de passer via des sociétés exprès qu'ils ont des panels d'utilisateurs à disposition. Voilà, on dit qu'on cherche 5-6 utilisateurs pour réaliser un focus group et eux, ils vont dans leur réseau qu'ils ont au sein de leur société recruter des utilisateurs qui correspondent à peu près aux besoins qu'on veut et là-dessus, on cale un rendez-vous ensuite avec tous ces gens-là. On essaye de trouver le bon créneau qui correspond et derrière, on peut faire le focus group. C'est un peu finalement la même chose pour les interviews, sauf que là, on peut prévoir des créneaux précis avec chaque personne individuellement, mais l'esprit, il est là. Voilà. On a pour compléter ce que dit Henri, ce qui est important dans le recrutement, c'est les critères de recrutement. Donc, que ce soit sur votre base, que ce soit avec un panéliste, je rassure là-dessus. Voilà, forcément, au démarrage, on a défini des critères et après, on vient chercher soit dans votre base, soit dans des connaissances, soit dans un panéliste ou avec une société externe, les personnes qui vont bien. On a une question d'Isabelle qui nous demande avec quel outil on traite les verbatims lors des questions ouvertes.
Alors, il existe des systèmes de reconnaissance de mots-clés qui sont répétés, récurrents et qui viennent fusionner finalement la récurrence des mots qui sont utilisés. Euh, Ça, on peut utiliser ce genre de système. Après, sinon, finalement, c'est souvent à la main. Finalement, on retient lorsqu'on fait l'entretien. Alors, on peut des fois les enregistrer pour les réécouter. On prend des notes. C'est surtout la prise de notes et l'interaction qui va nous permettre d'identifier les verbatims les plus forts de ceux qui n'ont moins d'importance. Et derrière, c'est finalement un traitement relativement classique, soit texte, soit Excel, de mise en commun de tous les verbatims et réalisation d'une présentation finale de restitution où là, on va pousser les verbatims les plus importantes qui ont été sélectionnées. Mais c'est soit très à la main, soit via des logiciels exprès. Euh, voilà, c'est les deux types de traitement des verbatims, en tout cas. Pour répondre à la question d'Isabelle, nous, chez Lemon, on est plutôt sur la deuxième partie, c'est-à-dire on présente pendant l'interview, pendant l'entretien, et donc du coup plutôt prise de notes et enregistrement de cet entretien pour après ensuite réécouter et retenir les verbatims qui vont bien. On a une nouvelle question d'Olivier qui pense avoir reconnu dans un premier cas client Laurent Merlin. En tout cas, il pose une question qui est quelles sont les raisons qui vous poussent à utiliser l'observation de loin ou le shadowing sur un projet? Donc, par exemple, pourquoi pour Leroy Merlin, si c'est Leroy Merlin, avez-vous utilisé le shadowing et l'observation de loin? Alors, sur le cas que j'avais montré d'observation, on était sur un shadowing parce que on n'avait pas de critères particuliers. On était prévenu de notre arrivée en fait côté industriel. Donc, on n'avait pas de raison de venir se cacher un peu en étant de loin. On voulait plutôt on est allé dans une optique de comprendre le quotidien de la personne en disant c'est pas notre métier. On veut voir ce que vous faites, un peu comme le stagiaire qui vous suit ou un peu comme voilà. Donc là-dessus, on l'a fait plutôt en mode shadowing. En magasin, on peut dire que c'est différent. Le magasin, comme c'est des utilisateurs finaux qui sont souvent des clients, des fois de la marque, ou des employés de la marque, on n'a pas envie de venir trop interférer, s'immiscer dans les clients et dans leurs relations qu'ils peuvent avoir avec certains vendeurs. Et donc là, des fois, en magasin, on préfère travailler de loin. Comme ça nous permet de voir des trucs. Si on a besoin, ensuite, on peut se rapprocher une fois que la personne, on peut se rapprocher, aller reposer une question, mais c'est plutôt la situation qui faisait que dans l'industriel, on était prévenu, on voulait plutôt connaître le métier de la personne, donc on a fait un shadowing. Dans le magasin, on observe de loin pour pas venir trop interférer et pas venir s'immiscer dans l'intimité potentielle des clients ou des salariés qui veulent avoir une relation avec leurs clients. Voilà la différence entre les deux. Super. On était, en tout cas, dans ce que j'ai là, c'était les quelques questions qu'on a pu avoir. On arrive du coup à la fin du webinaire. Je voulais vous remercier Attends, je pour. pense qu'il y a encore une question. Ah, Attends, je non, regarde aussi. ah, si, j'ai pas vu, Ah, pardon, il y a une pardon. question, oui. Amandine, pardon, Amandine. Amandine. En termes de confort et de praticité, est-ce mieux de faire des ateliers en présentiel ou à distance? Et des logiciels coopératifs tels que Figma, Klaxoon, j'aimerais avoir vos retours si vous avez pu comparer. Je peux la prendre, celle-là, Henri, si tu veux. Ouais, je vais la prendre parce qu'effectivement, ça a été le grand sujet avec le Covid. C'est vrai qu'on avait souvent l'habitude de faire des ateliers en présentiel. On a dû du jour au lendemain basculer sur des ateliers à distance. Donc maintenant, je commence à savoir en faire. C'est pas la même chose, le présentiel, le à distance. Euh, Déjà, le à distance on prend plus de temps. Il faut des ateliers plus courts, je pense, parce que ça demande une charge de mentale plus forte en fait d'être à distance parce que finalement être face à son ordinateur, à sa webcam, ça demande plus d'attention que lorsqu'on est dans une salle un peu tous ensemble où des fois on peut avoir 5 minutes d'absence sans que ça se remarque. Là, à distance, ça se remarque beaucoup plus. Donc
J'ai fait des ateliers à distance, ça s'est très bien passé. Je pense que Léa, qui est avec nous, peut confirmer. Mais on utilise des outils avec Figma, des Klaxoon, des Jamboard, des Miro, voilà, des murales. On peut trouver tous les tableaux blancs interactifs possibles et imaginables. J'ai déjà fait des ateliers avec Klaxoon. Ça dynamise, ça permet quand même d'avancer. Le présentiel permet d'avoir cet aspect humain direct, physique qu'on n'a pas à distance. Et d'être un peu plus long et d'être plus convivial peut-être. Mais maintenant, on fait même les deux. En fait, maintenant, on commence à faire des ateliers mixtes. On fait juste la session vraiment de travail en présentiel, en faisant attention avec des gestes barrières en ce moment. Et on finit la suite de l'atelier finalement à distance, avec des points de contrôle. Euh, voilà, c'est un mode intermédiaire encore entre les deux. Euh, on y arrive en tout cas, que ce soit à distance ou en présentiel. Euh, Moi, j'ai pas de souci. On a réussi à à atteindre les objectifs et à sortir des idées à distance. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur cet aspect-là. Et Pour Léa compléter, confirme, c'est très bien. pour compléter la réponse, pour donner une précision à Amandine, je pense, Amandine, ce qui est important dans le choix, ça va être aussi le public avec lequel vous allez être amené à faire l'atelier. Si vous avez un public qui est très digital, très habitué de ces nouvelles technologies-là, ça sera assez simple de mettre en place votre atelier à partir du moment où vos différents ateliers de travail, du moment où ils sont bien cadencés, bien rythmés. Hein. Je pense que 3 heures, des blocs de 3 heures, comme le disait Henri, il ne faut pas aller plus loin, parce qu'après vous perdez en rythme. Par contre, à l'inverse, si vous avez des personnes qui sont voilà, un peu moins habituées avec le digital, peut-être moins aussi habituées à la méthode. Je vais prendre des exemples qu'on a chez Lemon. On travaille avec des PDG qui ne sont pas du tout matures dans la partie UX. Amener un PDG sur un atelier UX à distance pour une première fois, ça peut être un peu difficile parce que la méthode peut lui paraître un peu abstraite au démarrage. Et donc, du coup, de l'avoir avec vous en présentiel, ça permet de le rassurer différemment et de l'amener vers la méthode plus facilement. Donc voilà, il faut aussi faire attention au public. Et puis après, ce qui manque juste, c'est le déj du midi et le petit pain du matin quand on est à distance. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Donc voilà, ça, on peut pas le faire à distance. Mais là, je rajouterais, on parlait d'atelier, mais les phases du X Research et certaines actions peuvent se faire aussi à distance. Le cas que j'ai montré sur la prévoyance et les entretiens que j'ai faits, je les ai tous faits à distance parce qu'on était en période de Covid. Et les entretiens, même avec les personnes proches de la retraite, se sont faits à distance. Donc on a réussi quand même à faire une visio pour faire un entretien avec ces personnes-là. Donc même les entretiens, on peut aussi réussir des fois à les faire à distance. C'est plus compliqué en termes de logistique. Ça peut être plus compliqué si la personne ne sait pas très bien utiliser effectivement les logiciels de visioconférence, mais on y arrive, on trouve toujours des solutions. Sinon, on finit au téléphone. Voilà, des fois, c'est plus simple. Mais voilà, c'est possible aussi de faire de la recherche à distance. C'est pas toujours le cas, mais on peut. En tout cas, voilà. Nous étions du coup, là, si je ne dis pas de bêtises, à la dernière question. Merci à tous et à toutes pour la participation. Prochain webinaire le mois prochain chez Lemon, qui sera là d'un sujet autour de Google Tag Manager. Il y a un sujet important en ce moment avec les nouvelles normes RGPD, la CNIL. Donc, on aura Antoine, notre responsable web marketing, qui viendra vous parler un peu de son expérience avec Google Tag Manager et les impacts que peuvent avoir les nouvelles réglementations du moment. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci Henri. Merci à tous et n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Lemon Interactive pour revoir les précédents webinaires si vous n'avez pas vu les précédents. Et on mettra effectivement en ligne d'ici quelques jours celui-là et vous pourrez revoir la présentation et les commentaires. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée.